cette cérémonie, entre guillemets, bon, on est un petit peu ému, moi en tout cas, et je pense quelques-uns aussi dans la salle, puisque on sait que c'était un des vœux qu'avait eu Jean-Henri pendant l'année du cinéma, et alors qu'il nous était proposé de décerner le titre de docteur honoris causa à un certain nombre de cinéastes importants, de grands cinéastes, et qui lui paraissait tout à fait important qu'Abderrahmane puisse recevoir ce titre, qui n'avait pas pu se faire donc à l'époque. Et voilà, et donc évidemment, c'est important pour l'université, pour nous. Abderrahmane était aussi un ami de Jean-Henri. De le recevoir aujourd'hui, Abderrahmane, pour recevoir ce titre de docteur honoris causa. Donc émouvant à cause de ça, et puis aussi émouvant parce que c'est vrai qu'avec Abderrahmane, on a affaire à un cinéaste très important, effectivement, je crois. Je crois que c'était, si Jean-Henri avait pensé à lui comme docteur honoris causa, c'était pas seulement parce qu'ils étaient amis, mais c'est aussi parce qu'il admirait beaucoup son travail et il n'était pas le seul. C'est vrai que dans le cinéma africain, il y a quelques noms. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, pas assez, sur la durée. Et évidemment, Abderrahmane Sissako fait partie de ces quelques noms, et il est même sans doute celui qui incarne le mieux, on va dire, le plus représentatif, je ne sais pas, mais qui incarne le mieux en tout cas une certaine idée, on va dire ça comme ça, du cinéma africain. Une belle idée du cinéma africain, effectivement. Donc, je pense qu'on ne va pas trop s'étendre sur sa biographie, on en parlera éventuellement pendant la discussion. Donc, il s'agit d'un cinéaste mauritanien qui a grandi au Mali, qui a ensuite travaillé, qui a fait ses études à Moscou, qui ensuite est venu travailler en France, qui a réalisé un certain nombre de courts-métrages et de documentaires, avant de réaliser 3 longs-métrages qui d'emblée ont marqué justement effectivement l'histoire du cinéma africain d'emblée. Un film sur le passage à l'an 2000 en 2000, un autre en 2004, c'est ça, En attendant le bonheur, 3, pardon. Et puis Bamako, évidemment, qui est ce film qui est sans doute le plus connu d'Abderrahmane Sissako, qui était sélectionné à Cannes, etc. etc. Bon, donc on va parler donc de son œuvre, de son travail, de ses projets, s'il est d'accord aussi pour qu'on en parle. Et puis ensuite, donc, il recevra ce titre de docteur honoris causa avec la présidente Danielle Tarkowski qui va nous rejoindre tout à l'heure. Alors, pour lancer la discussion, on avait pensé proposer un extrait de son 2e film. Hier soir, on a passé La vie sur Terre, le film effectivement sur le passage à l'an 2000. Ce soir, on va voir Bamako au Luxor. Et donc, cet après-midi, il nous a paru juste de montrer un extrait de son 2e film, En attendant le bonheur, une scène qui est... Jean-Henri aurait dit, qu'est-ce que ça raconte, cette scène, et qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte quelque chose, effectivement, sur le cinéma d'Abderrahmane qui nous a paru intéressant pour introduire la discussion. خضراء لا أقدر بدي ما أقدر
الماجد. Bien, donc c'est un extrait d'En attendant le bonheur. Alors évidemment, ce qui nous paraissait intéressant dans cet extrait, c'était qu'au fond, il transportait avec lui un certain nombre de thèmes, d'interrogations qui traversent, je trouve, les films d'Abderrahmane, à travers la question de la connexion électrique, évidemment. Il y a la question de la connexion tout court, c'est-à-dire du lien entre les hommes, entre les mondes. Hein. En attendant le bonheur et l'histoire d'un garçon qui revient effectivement dans son village, qui a un problème de langue, etc., pour communiquer avec les siens. Et qu'évidemment, cette connexion, elle se fait dans la modernité à travers l'électricité. Et évidemment, c'est pas si simple. Et ce qu'on voit effectivement là, c'est que ça fonctionne pas. Alors, et en même temps, ça va fonctionner. Enfin, il y a aussi tout le lien possible comme ça. Donc entre les mondes, on voit bien hein, l'Occident et puis l'Occident, la télé avec les chiffres et les lettres, c'est-à-dire pas ce qu'il y a de meilleur évidemment dans la télévision, pas ce qu'il y a de pire peut-être non plus d'ailleurs. Et puis voilà, l'Afrique, cet endroit, ce moment, ce monde, etc. Il y a aussi la liaison entre les adultes et les enfants, l'enfant qui est toujours confiant dans l'avenir, etc. Voilà, je trouve que c'est une des questions qui se pose pas mal dans tes films, cette idée d'écart, au fond, on va dire, entre les mondes. Toi qui viens d'Afrique, qui as appris à Moscou, qui est revenu en Afrique puis en France, qui est actuellement entre la Mauritanie et la France, etc. C'est-à-dire qui est une sorte d'électricien au fond entre tous ces mondes, qui essaie de connecter un petit peu tout ça. Et merci Serge pour me donner cette opportunité. C'est vrai que au tout début tu as parlé d'émotion par rapport à Jean-Henri. Bon, sans m'attarder là-dessus, je pense qu'il y a une vraie émotion pour moi parce que Jean-Henri avait toujours souhaité que je vienne à l'université, rencontrer ses élèves, parler cinéma, et ça ne s'est pas passé. Et donc, bon, j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se passer, même si ce ne serait pas ça, peut-être. Mais d'autant que j'ai énormément de difficultés déjà à penser que la difficulté de parler d'un film, de son film, avec les gens. Voilà. Je pense qu'on est obligé de bien dire les choses, on est obligé d'avoir une certaine efficacité dans cet échange-là et que la réalité est tout autre, je pense. Et parce que quand on fait un film et quand un film existe, il existe quelque part parce que on n'a pas toujours exactement fait ce qu'on voulait faire, qu'on a raté des choses et qu'on n'est pas très à l'aise. Et donc, comment cacher cela pour aussi bien parler après, c'est quelque chose d'un peu difficile, je dirais. Et en regardant cet extrait-là, et comme tu le disais, moi j'avais une intention qui est quand même, comme toujours, peut-être dans tous mes films, d'essayer de raconter un peu une partie de ma vie, en fait. Et avec l'envie, le souci que cette vie, même si elle ne ressemble pas à la vie de beaucoup de gens, mais qu'on peut trouver dans chaque film que je fais, l'enfance, l'homme ou la femme est souvent anonyme, mais qui dégage un certain intérêt pour moi personnellement. Donc, et c'est pourquoi ce serait toujours des films
sans grands acteurs, ou, voilà. C'est qu'on appelle souvent, ou vulgairement, ou peut-être de façon sympathique, les petits gens. Voilà. Et dans ça, pour moi, cette séquence raconte aussi la générosité peut-être aussi de celui qui ne possède pas grand-chose et qui veut le partager. Voilà. C'est-à-dire apporter coûte que coûte la lumière chez quelqu'un. Voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi est une partie de l'Afrique que je connais et qui est aussi, sans exagérer, cette Afrique-là, l'Afrique du partage, etc. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui se partage. Mais aussi, il y a toujours peut-être c'est aussi et mon éducation et l'apprentissage à l'école du cinéma, je m'intéresse beaucoup à la transmission. Voilà, le rôle de la transmission, l'élève et le maître, voilà. Et, le maître, tout d'un coup démuni, impuissant aussi, et je crois qu'il est le quotidien de tout maître, de tout professeur, quand on... voilà. On a parlé ce matin. Voilà. Et quand l'élève devient celui qui comprend le maître aussi, et qui devient affectueux, et qui le console. Mais c'est aussi, pour moi, une histoire de continuité et d'espoir aussi. Lorsque un enfant est considéré comme celui qui a l'énergie et qui croit et qui veut, et pour moi, c'était cette Afrique possible. Voilà, que je voulais raconter un peu à travers un film comme ça où on a l'impression que rien ne marche, en fait. Voilà. Que justement, dans cette description de cette Afrique qui ne marche pas, et qu'il y a justement la vie et l'espoir. Voilà. Donc pour moi, en attendant le bonheur, c'est un peu ça. Et la relation entre Mata et le vieux, c'est un peu ça. C'est une question de transmission, c'est une question de la lumière, l'électricité est une métaphore de la vie aussi. Bon. Et la question de la transmission, effectivement, et comment ça passe. Ce matin, on parlait beaucoup de ça, on disait ça passe ou ça passe pas, mais la question, c'est aussi comment ça passe. Oui. La question du moyen. Et c'est pour ça que cette scène aussi, moi, me paraît symptomatique, disons, d'ailleurs, d'une certaine manière, du travail d'un cinéaste. C'est comment il fait pour communiquer. Non, c'est justement, et pour ceux qui ont vu La vie sur Terre, bon, c'est la communication qui ne marche pas, mais on voit quand même qu'on vit un moment de technologie où il y a le téléphone portable, il y a toute forme de communication, de lien possible. Et La vie sur Terre, pour moi, il y a plus de 10 ans, c'était quand même d'essayer d'attirer l'attention sur un monde où il y a un désir de parler à l'autre. Donc il y a une intention de communiquer. Et que cette intention de communiquer, elle peut être beaucoup plus importante que la technologie elle-même. Voilà. Donc j'ai voulu mettre l'accent sur ça. Dans La vie sur Terre, Sokolo, qui est ce petit village que je connais, parce que c'est le village de mon père, et où la poste devient un endroit, voilà, le téléphone où on vient, on s'accroche, parce qu'il y a l'autre bout du fil qu'on veut. Voilà, il y a qu'au final, c'est comme une pensée aussi, que ce sont des choses qu'on considère de moins en moins. Je pense que la pensée envers quelqu'un peut être beaucoup plus fort et plus utile que la preuve de la pensée. Voilà, c'est comme la communication aussi. Donc, il ne s'agit pas de joindre instantanément quelqu'un. Bon, on se rend compte d'ailleurs
par le portable, qu'au début, il n'y a pas grand-chose qui s'est dit. Hein. Tu es où? Je suis là. Et toi, tu es où? Donc, ah bon, tu es là? Oui, je suis là. Donc, on sait ça, on est dans ça. Mais est-ce que c'est ça, communiquer finalement? Est-ce que dans cette technologie à la portée de tous, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Donc ça, ce sont des choses qui m'intéressent quelque part. Que l'Afrique est un terrain, un lieu pour moi propice pour essayer de raconter tout ça. Il n'y a que moi qui ai vu ça, mais je me suis demandé si c'est quoi la question, Alexandra? Non, il n'y a pas de question, c'est juste voilà, une association voilà, libre. Et je voulais savoir s'il y avait quelque chose de cet ordre-là, enfin si le cinéma de M. Tati... Je connais Jacques Tati, et que j'ai découvert en fait un peu plus tard lorsqu'il y avait un DVD qui se faisait sur tout son cinéma et que certains avaient pensé exactement comme vous, un rapprochement et que je ne connaissais pas. Mais je pense qu'il y a que ce genre de rapprochement, de comparaison se font sur une base toute simple. C'est-à-dire quand on s'intéresse au monde qui nous entoure et qu'on choisit peut-être la dérision, une forme comme ça pour mieux parler de certaines choses, pour mieux atteindre, moi j'aime fonctionner comme ça aussi. C'est-à-dire que dans la gravité, j'essaie de trouver quelque chose de comique et aussi pour mieux communiquer avec le spectateur. Et ça c'est vrai, surtout quand on fait un cinéma un peu monotone ou qui intéresse peu de gens aussi, dans sa forme, parce que de façon générale, on pense que le cinéma doit être efficace, mais ce n'est pas vrai, ou il doit être rapide, mais quand on est conscient de ça, effectivement qu'au final on veut communiquer, il faut chercher à intéresser l'autre. Et ça, je le fais parfois et souvent par la comédie, par des choses comme ça. Et donc, quand j'ai découvert le cinéma de Jacques Tati, effectivement, c'est un cinéma que j'aime beaucoup. D'abord, un mot peut-être juste, effectivement, sur l'année du cinéma qui se clôture. Je me souviens quand Jean-Henri avait ouvert l'année du cinéma à l'écran, il avait, pour les chants de Mandrin de Rabat, il avait dit quelque chose Rabat Beurzamesh, c'est ça. Qui avait choqué une partie des gens. Il avait dit, oui, le président de l'université a eu cette idée saugrenue de faire une année du cinéma. Et malheureusement, les gens n'avaient pas compris que c'était un véritable hommage qu'il était en train de rendre, ce qui n'était pas si courant dans sa bouche. C'est-à-dire c'était de l'ironie. C'était pas ironique du tout. C'est-à-dire qu'avoir une idée saugrenue, pour un président d'université, c'est vraiment une vertu. Et effectivement, faire une année du cinéma, ça ne s'imposait pas. Et si je dis ça, c'est quand on avait fait effectivement cette première réunion, à voir quel cinéaste, tout de suite quelques noms qui sont imposés, le vôtre, Wang Ling, et Jean-Henri, je me souviens ce qu'il avait dit. Il avait dit, Abderrahmane Sissako, non seulement c'est un grand cinéaste, non seulement c'est un grand cinéaste dans des conditions qui ne sont pas faciles, mais surtout, c'est quelqu'un qui croit au cinéma. Et cette idée de croire au cinéma, c'est-à-dire de croire à cet art impur, tout ce qu'on connaît sur le cinéma, à cette communauté, il n'y a pas d'artiste de cinéma qui puisse travailler seul, et puis surtout de croire en cette chose particulière qu'est la salle sombre, c'est-à-dire le cinéma, pas uniquement d'avoir des images, mais d'avoir des images dans un cadre. Et il était, je crois, vraiment là-dessus, il y avait pour lui un point extrêmement important, et il disait, aujourd'hui, l'avenir du cinéma, c'est vraiment problématique. Notre cinéma, Serge, j'ai entendu ça 50 fois, notre cinéma, c'est très compliqué, et c'est des gens comme Abderrahmane, disait-il, qui permettent que, finalement, ce cinéma-là, il va continuer. Et donc, il y avait vraiment, je tiens à le dire, c'était vraiment
pour lui, c'est pour ça que je suis vraiment content que cette remise soit faite à l'intérieur du colloque. C'était vraiment extrêmement important de recevoir. Donc je voulais simplement dire ça. Et puis j'avais des questions, mais vraiment stupides à vous poser, quoi, sur la vie sur Terre, sur des images, quoi. Une image que j'ai trouvée très énigmatique, très belle. Cette jeune fille qui sourit tout le temps, et au moment où on dévoile la photo, elle ne sourit pas, quoi. Et le photographe dit, mais elle ne sourit jamais. Et donc, il y a quelque chose d'un seul coup où on est dans un décalage, et j'aurais voulu vous interroger sur ce petit décalage, quoi, hein. Mais quelque chose, on sent, plus vous revenez sur l'image, que c'est quelque chose que vous racontez là, à ce moment-là. Comme, bon, le terme est revenu souvent, bon, d'une certaine façon, je vous demande quoi, hein. C'est-à-dire que on sent que quand on voit cette partie du film, ce photographe, ça monte petit à petit, les personnes qui posent, quand on voit bien qu'elle va venir un moment ou un autre, qu'il y a une progression qui est très belle, et cette photo qui tombe, elle reste très énigmatique. Donc, c'est la première question que je voulais vous poser. La deuxième, qui est vraiment une question stupide, hein, mais c'est-à-dire ce plan tout à fait merveilleux de la fin de Vol d'oiseau, quoi. C'est d'une beauté incroyable. Et à la fois, ça aussi, dès le début du film, vous parlez ce à quoi, à travers le monsieur qui parle à la radio, quoi, à travers comme quoi c'est l'horreur, en fait. Et vous le filmez avec quelque chose qui est, d'un seul coup, on a l'impression, vous parliez de petits genres, mais on a l'impression d'une ampleur tout à coup qui se prend avec ces vols d'oiseaux, quoi. Et donc, pour nous, c'est ce côté, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, une inondation terrible, il se trouve que c'est terrible, mais que c'est très beau, quoi. Enfin, bon, quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'on n'est pas que dans le petit genre, comme vous dites, on est quand même, il y a vraiment il y a un souffle extrêmement important. Voilà, donc c'était deux questions, j'en aurai une troisième stupide après. Et en vérité, la question pas stupide sur laquelle je voulais vous interroger, c'était sur l'état du cinéma africain. D'accord. Le sujet de la vie sur Terre, donc c'est un film de commande, hein, donc où il y a 10 films autour du millénaire. Donc moi j'ai été associé à ce projet un peu tardivement. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce qu'il y avait 10 cinéastes choisis dans le monde entier, il n'y avait pas un seul Africain. Donc, mais comme on a l'habitude de ne pas être... voilà. Donc, et quand ils se sont un peu rendus compte qu'il fallait que ce serait bien que l'Afrique aussi, ou un cinéaste africain, donc j'ai été associé à ce projet, ce qui fait que c'est mon premier long métrage. Grâce à Pierre Chevalier, donc, qui était à Arte, et comme c'était tout est urgent souvent, il fallait y aller très vite, donc j'avais écrit un scénario qui n'avait rien à voir avec la vie sur Terre, et après j'ai renoncé à ce scénario parce qu'il y avait un coproducteur en Afrique du Sud, qu'il fallait tourner en Afrique du Sud, etc. Bref, j'avais un peu peur de faire un film... ce premier scénario de long métrage que j'ai écrit. Et voilà. Donc j'ai proposé à Arte de me laisser aller à Sokolo, faire ce film sans scénario. Voilà. Et donc j'ai raconté un peu qu'il y avait la poste à Sokolo qui ne marchait pas, et que la vie tournait autour de la poste, et qu'il y avait un personnage, je ne sais pas très bien comment ça va fonctionner, mais qu'il y a un personnage féminin, une femme, une fille que je vais essayer de trouver. J'ai dit ça pour ramener un peu l'histoire de cette fille qui s'appelle Nana et que nous avons rencontrée en plein tournage. Donc j'en profite pour saluer Jacques Bess, le chef opérateur qui est là, et que j'ai voulu qu'il soit ici cet après-midi avec Nadia Benrachid, ma monteuse, parce que quelque part c'est mon cinéma qui est salué ici, et ce sont des gens avec qui j'ai toujours travaillé. Et donc, nous tournions dans les rues les ruelles de Sokolo, et cette jeune fille est rentrée dans le film sur son vélo. Voilà, comme vous avez vu. Donc, elle est rentrée comme ça dans un plan du film, et ça m'a interpellé. J'ai cherché tout de suite à ce que quelqu'un aille
l'a rattrapée pour savoir qui c'était. Et il s'est avéré qu'elle n'est pas de Sokolo, mais qu'elle est dans un petit village pas loin de Sokolo, à Djabali, où il y a eu l'attaque de Djabali. Quand vous avez suivi la guerre dans le nord Mali, il y a une petite ville qui a été occupée pendant un moment par les djihadistes. Donc ça, c'est Djabali, à 10 km de Sokolo. Et donc, j'ai décidé en ce moment-là qu'elle fasse partie du film. Donc, et en l'amenant aussi à la poste pour téléphoner. Et c'était une fille joyeuse, comme ça, elle riait tout le temps. Et comme je la trouvais belle et souriante, et qu'elle n'était pas de Sokolo, alors qu'elle est à 10 km de Sokolo, mais elle disait « je ne suis pas de Sokolo ». Donc je viens à Sokolo parce que j'ai une tante, mais je viens souvent, mais je répare toujours. Et je crois de façon inconsciente. Et pour moi, ça c'est l'écriture, dans un sens, dans le cinéma. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui sait bien écrire un scénario pour convaincre. Et lorsque Arte a accepté Pierre Chevalier, parce que j'ai convaincu qu'à Sokolo, je vais filmer le hasard, et j'ai vraiment le sentiment que le cinéma, c'est le hasard, et qu'il faut savoir le capter et le sentir, et voilà. Et donc cette jeune fille est devenue vraiment un personnage magnifique pour moi, mais au-delà de sa beauté, je me suis dit, mais il y a toujours quelque chose derrière chaque personne qui nous sourit, et qui ne nous parle pas de ses problèmes et tout ça, qu'il fallait trouver un fond, voilà, qui est aussi juste. D'où la photo, effectivement, triste, un peu triste, qui pour moi doit ressortir. Mais tout ça se fait en faisant aussi. Tout ça se fait... Et même quand elle essaie de téléphoner, de parler à quelqu'un, je lui dis tout simplement, appelle quelqu'un, si tu as un numéro quelque part, essaie de joindre cette personne. Et dans ce moment, quelque chose se passe. Après, il y a la mise en scène de la faire attendre, et tout ça, parce que petit à petit, c'est une fille qui devenait touchante aussi, et que le cinéma a quelque part immortalisé, parce qu'en fait, elle était malade, et elle est d'ailleurs décédée à peine 1 an après. Donc, pour moi, c'est très important de ne pas se remplir d'intentions quand on fait un film, de ne pas chercher ni à étonner, ni à surprendre, et d'être dans le doute, dans le vrai doute, le doute permanent, mais je pense qu'il ne faut pas le dire pour plaire, mais je pense que c'est véritablement ça, c'est-à-dire que être fragile en permanence, en disant je ne peux pas que le film que je ferai n'est pas une histoire formidable que j'ai, mais ce sont des rencontres que je ferai dans des lieux que je vais considérer, que je vais respecter aussi, que je vais éviter de m'imposer, parce que personne n'était jamais venu à Sokolo pour tourner un film, donc il n'y avait pas de caméra qui existait, donc je me rappelle, nous on était là peut-être 4 semaines, qui pour certains c'est peu pour faire un film. Je me rappelle, nous on a fini avant la fin des 4 semaines, avec Jacques, on disait est-ce qu'on tourne quelque chose ou pas? On ne savait pas s'il fallait continuer à tourner. Et il y a des jours, on décidait, bon, on ne tourne pas demain. Et donc, j'avais le sentiment que les peu de choses que j'obtenais qu'on me donnait étaient quelque part suffisants pour exprimer quelque chose. Et donc, ce qui devient quelque chose d'important, parce que vous posez la question sur la photo, n'a jamais été une intention scénaristique ou une force scénaristique. C'est arrivé. Et par contre, le photographe, je l'ai fait venir à Sokolo. Donc c'est un photographe de Bamako.
chez qui, de temps en temps, j'allais pour faire mes photos d'identité par plaisir comme ça. Donc je l'amène pour l'installer dans cette place-là et essayer aussi d'amener mes personnages dans autre chose que la caméra elle-même. Parce qu'on tournait, alors que la photo, elle était plus directe, plus simple pour les gens. Et la scène des oiseaux, il y a des choses qui deviennent belles parce qu'elles sont tout simplement là, en fait. C'est une Sokolo, est entouré de rizières, les oiseaux font des ravages tout le temps, et moi je sais que c'est quelque chose qui obsédait les gens beaucoup, et donc je voulais que ça fasse partie aussi du film. Donc, c'est beau quand on les filme, mais quand on montre le film à Sokolo, ce n'est plus beau. C'est ça qui est intéressant. Parce que nous sommes revenus à Sokolo pour montrer le film. Et quand on montre les oiseaux, pour eux, ce n'est... Voilà. Et par contre, quand on filme un petit oiseau rouge, et sans savoir en tant que cinéaste ce que ça veut dire cet oiseau rouge, et qu'à la projection à Sokolo, on te dit, mais c'est lui qui annonce les oiseaux, c'est lui l'oiseau de mauvais augure, voilà. Et on se dit, tiens, le cinéma, c'est peut-être un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Bricoler des choses. Non, mais c'est vrai que... Bon, on ne va pas théoriser, mais je me souviens que Serge Danet parlait de ça. Il disait, il y a le cinéma de la dénotation et le cinéma de la connotation. C'est-à-dire le cinéma qui filme et qui ne prétend pas montrer autre chose que ce qu'il montre. Et puis un cinéma dit du 2e degré ou du 3e degré, donc il plaisantait beaucoup là-dessus, attention au 3e ou au 4e degré, etc., qui est un cinéma effectivement beaucoup plus intentionnel, beaucoup plus prétentieux, au sens où justement il a des intentions qui ne sont pas forcément là dans le film, quoi, et où il faudrait aller les chercher pour pouvoir prétendre qu'elles sont là, etc., quoi. Et moi, ce qui me frappe effectivement dans ton cinéma, c'est parfois le cas, pas souvent, mais parfois le cas de cinéastes africains, je dois dire aussi. C'est peut-être l'Afrique aussi qui appelle ça, c'est qu'on filme ce qu'on voit. C'est là, on le filme, et évidemment, il y a ces sensations, ces hasards dont tu parles, effectivement, ces miracles, enfin quelque chose comme ça, qui se produisent sur l'écran à ce moment-là. Et ça, bon, alors, ça c'est une réflexion que j'ai comme ça, mais pour enchaîner sur une des questions qu'a posée Eric, c'est la question, effectivement, on va dire, du dispositif, c'est-à-dire de la salle de cinéma, de l'obscurité, de l'écran, etc. Et hier, c'était très bien, et là aussi, tout à l'heure d'ailleurs aussi, on a vu l'extrait, comme on a vu le film, ton premier film, effectivement, dans une salle de projection, avec l'obscurité et tout. Et je sais que c'est important pour toi, puisque tu es quelqu'un qui a voulu, j'étais témoin de ça, et ce que tu vas nous donner peut-être des nouvelles de cette aventure que tu as tentée, c'était de reconstruire au fond un cinéma à Bamako. Après Bamako, quand tu avais présenté le film à Cannes, je crois que tu étais revenu avec Juliette Binoche et quelques gens qui soutenaient le projet, qui consistait à faire acheter un fauteuil par des gens, et on avait à un moment donné évoqué l'idée d'ailleurs au département cinéma d'acheter un fauteuil à Bamako. Bon, il y a eu les événements, etc. après, mais je crois que pour toi, la salle de cinéma, le dispositif même de la salle de cinéma, c'est important, non? Mais, comment répondre sans décevoir, en fait? Oui, dans le sens que bon, tout ce que j'ai fait a été fait pour la télévision. Voilà. C'est-à-dire, je ne me suis jamais posé la question de... Et je crois quelque part que le regard, et ça j'y crois de plus en plus, est déterminant pour tout. Le regard de celui qui, pas celui qui fait le film, de celui qui regarde, et que
quand il y a une intention et du regard, c'est-à-dire de l'interrogation, de la recherche et du voyage, de la quête de quelque chose, quand on regarde un film, que ce soit dans une salle ou devant un petit écran, je pense qu'il y a quelque chose. Ça, j'y crois de plus en plus. Et parce que moi, j'ai vu des gens dans une salle, et quand je présentais Octobre, qui est mon premier moyen-métrage à New York, et quand j'ai vu les gens rentrer dans la salle avec des seaux de popcorn qui allaient faire un bruit incroyable, et j'ai demandé aux gens de ne pas manger des popcorn. Parce que, comme le film ne disait pas beaucoup de choses, il n'y avait pas beaucoup d'eau, donc pourtant on était dans une salle. Voilà. Et c'est pourquoi je dis c'est l'intention de la personne qui est très très importante. Voilà, le regard qu'on porte sur les choses. Et bien sûr, la salle a un côté rituel où il y a une émotion partagée. Je pense que la salle, elle importe pour moi parce qu'il y a un moment partagé avec un voisin qu'on ne connaît pas, voilà, ou celui qui est derrière soi, ou celui qui est devant, et que ça fait une sorte de communion, où beaucoup de cinéastes en ont parlé. Mais le rapport avec une chose reste individuel et particulier. Voilà. Et je disais ça par rapport, mais même si c'est la télévision qui finance ce que je fais, moi je n'essaie pas de faire un film rapide ou efficace. Donc je reste dans une narration que la télévision n'aime pas. Donc je pense qu'elle cesse même de financer ce genre de choses. Donc c'est une réalité. Et donc la seconde question, c'était par rapport projet de salle à Bamako. Voilà, donc oui. Mais avant le projet de salle, donc pour parler de cinéma africain ou des cinéastes ou de moi-même, je dirais que la chance que nous avons en tant que cinéastes africains, qu'il y a quand même quelque chose, que ce soit à Sokolo, la possibilité que j'ai de tourner à Sokolo, c'est-à-dire des lieux vierges, ou que ce soit dans Bamako, la possibilité de s'installer dans une cour et d'imaginer le cinéma autrement, de créer un dispositif. Ce genre de dispositif est à notre portée en Afrique. Ce n'est pas à la portée facilement des cinéastes européens parce que la vie, elle est différente. Et donc, si nous, cinéastes, on arrive à occuper véritablement et modestement un champ libre qui n'a pas été assez filmé, on est capable de donner un espoir au cinéma parce que le cinéma, il va toujours se renouveler. Il va se renouveler, mais dans des endroits où il y a eu peu d'expression réellement. Voilà. Et c'est ça la chance. Et donc le cinéaste africain, de façon générale, il ne faudrait pas qu'il se mette dans la position de celui qui va faire un film, dans le sens occidental, je dirais, qui va chercher dans une écriture classique des choses comme ça. Et là, c'est difficile de montrer l'Afrique telle qu'elle est. Voilà. Mais lorsqu'on prend des risques, parce que l'acte de création est un acte risqué à chaque fois. Donc, mais quand on ne veut pas prendre de risques et qu'on est dans le principe de faire 6 versions et que finalement le producteur, à la 8e version de ton scénario, te dira « mais c'est formidable, maintenant on y est arrivé ». Mais jamais. Le cinéma n'est pas une démonstration de quelque chose d'acquis. Et donc, je crois que moi, ma chance en tant que cinéaste africain, c'est que je vais là où le cinéma peut exister et je prends le risque de me confronter à moi-même et de créer des dispositifs, de tricher. Et quelle que soit notre sincérité, et c'est ça, pour moi, la plus belle définition du cinéma, c'est
c'est quand même Amadou Hampâté-Bâ, donc dans son texte magnifique qu'il a écrit pour l'UNESCO qui s'appelle le dit du cinéma, où il raconte la première projection en 1908, donc à Badjangara, de ce qu'on pouvait même appeler un film, c'était en 1908 quand même. Et il y avait une projection, le commandant de l'époque, blanc, je crois que c'était un militaire qui avait amené un appareil de projection avec des pellicules, des choses filmées, peut-être que c'était l'arrivée du train, je ne sais pas. Et en tout cas, ils ont convié sur la place du village, tout le village, au coucher du soleil, sans pouvoir même dire aux gens ce qu'ils allaient voir, parce qu'il n'y avait pas. Voilà. Et donc, à la surprise du commandant, personne n'est venu. Personne n'est venu. Donc, il y avait ce drap blanc au mur, l'appareil de projection, et le commandant, son garde, le projectionniste. Et le commandant a envoyé deux gardes chercher le chef du village, et qui est venu et il lui a traité de tous les mots en disant qu'il n'était pas curieux, que c'était quelque chose d'extraordinaire, que c'était une chance, qu'à Badjangara il y aura ça et que pourquoi ils ne sont pas venus. Et le chef du village raconte que c'est après avoir consulté son conseil et qu'ils étaient 11 et qu'ils ont débattu sur la question il faut venir ou pas voir cette chose extraordinaire. Et que quand même au final, ils ont décidé de ne pas venir. Pour la simple raison que si la chose qu'on veut leur montrer était si importante, pourquoi on profite de l'obscurité? Donc qu'il faut faire ça le jour et qu'ils seront tous là. Donc, je crois que dès le départ, c'est une façon de dire que faire un film, c'est tricher aussi, c'est mentir aussi. Tout ça. Et voilà, donc je suis plus optimiste dans un sens, mais je sais qu'Éric, en disant ça, il est optimiste. Je pense que le cinéma, il ne va pas mourir, en fait. Il n'y a pas ce... Et que peu de gens voient peu de choses n'est pas si grave aussi, en fait, quelque part. Voilà. Que peut-être que le danger est plutôt d'un autre côté que dans le cinéma. Voilà. Le danger qui guette l'humanité, c'est dans autre chose. C'était une question, je ne sais pas, peut-être un peu à côté, mais peut-être pas tant, qui est sur la construction de votre idée du cinéma dans le moment où vous étiez à Moscou. Oui. Voilà, je serais curieuse de vous entendre sur ce moment-là. Voilà. Alors, une bonne question en fait pour moi qui va me permettre de raconter une énième fois quelque chose qui est mon concours d'entrée à l'école du cinéma. En fait, à Moscou. Moi, je suis arrivé, j'avais 19 ans, donc sans aucune cinéphilie. C'est-à-dire, jusqu'à présent, moi, je vais au cinéma peut-être une fois par an. Voilà. Donc, ce n'est pas un acte que j'aime vraiment. Donc, voilà. Et donc, quand j'ai décidé de faire des films, je n'avais pas vu beaucoup de films. Donc, c'est dire entre la chose qu'on aime ou la chose qu'on aimerait faire, c'est des choses différentes aussi. C'est pas... Et donc j'avais 19 ans et pas beaucoup de cinéma en Afrique, pas de théâtre non plus, mais avec un vrai désir pour moi de faire l'unique métier que j'ai voulu faire avec passion, c'est être cinéaste. Mais comment
devenir cinéaste sans... Comment convaincre des gens qui vous posent des questions sur le cinéma sans que... Voilà. Déjà que je n'avais pas cette culture, en tout cas, entre guillemets ou pas, qui est la connaissance, qui est exigée pour être cinéaste, c'est-à-dire qu'il faut avoir une connaissance de l'art, de la peinture, ou connaître la musique classique, de ce que c'est. Bon, c'est des choses que nous, on ne sait pas. En tout cas, je n'ai pas cette éducation en Afrique. Et qu'entre un Picasso ou un Pissarro, tout ça, ça vient beaucoup plus tard. Donc, je n'ai pas de rapport avec l'art dans ce sens-là. Et ni avec la musique classique que je n'écoute pas parce que je ne vis pas dans un milieu comme ça. Donc, je n'ai pas de rapport avec tous ces éléments qui sont importants, soi-disant. Moi, je ne pense pas qu'elles soient vraiment importantes. Voilà. Que la curiosité est importante pour un élève. L'intérêt qu'on peut porter à quelqu'un d'autre ou le voyage qu'on peut faire sans que ça soit un lien avec le cinéma est important pour la formation, pour la connaissance et pour peut-être éventuellement être cinéaste en fait. Et donc lorsque on m'a demandé qui était mon cinéaste préféré, voilà. Et à l'époque, je n'avais pas un nom de cinéaste que je pouvais vraiment nommer. Et quand on me... Et là, bon, je ne parlais pas très bien russe, mais j'avais fait quand même une année de langue pour pouvoir faire le concours d'entrée. Mais je me rappelle très bien, on m'avait demandé si je connaissais Godard, parce qu'ils savaient que j'étais francophone, ou Truffaut. Pour moi, c'était des noms de chocolat ou de gâteaux. C'était pas des cinéastes pour moi, je ne les connaissais pas. Après, je vais apprendre quand même, dans cette école de VGK, toute la nouvelle vague ou le néoréalisme italien. Je découvre une fois à l'école de cinéma. Et quand j'ai cité donc, qu'eux, ils étaient surpris que je ne connaisse pas des cinéastes ou des films voilà, qui peuvent leur indiquer un peu quel cinéaste je veux être ou quel cinéma je veux faire. Et les 3 films que moi j'ai cités et qu'eux, ils n'avaient pas vus, c'était le western spaghetti. Donc c'était, on l'appelle Trinita, ce qui était le premier film. Et mon deuxième film, c'était Le Retour de Trinita. Et le troisième, c'était On continue à l'appeler Trinita. Donc quand on cite ces 3 films comme référence pour entrer dans une école comme le VGK, c'est pas évident pour eux. Voilà. Mais il y avait dans ce rapport quand même avec eux tout simplement une sincérité, moi j'ai répondu à la question d'ailleurs, mais si vous ne connaissez pas la musique, ni la peinture, et encore moins le cinéma, pourquoi vous voulez faire des films? Voilà. Et j'ai dit, mais justement, moi je pense qu'ici, je peux apprendre sur la musique, je peux apprendre sur la peinture, je peux aussi, et je suis venu justement pour apprendre le cinéma. Et que je ne pense pas que ça soit vraiment lié. Et que ce qui est important pour moi, c'est cette envie vraiment de raconter le monde qui m'entoure, non pas par l'écriture que je ne maîtrise pas du tout, mais par le visuel, et qui pour moi, l'image, qui est une langue profondément universelle, dont je peux m'approprier plus facilement. Ce n'est ni le français ni l'anglais, ce sont des images, et je pense qu'en les mettant ensemble, on peut arriver à communiquer plus facilement et plus tranquillement. Voilà. Et tu as été pris? J'ai été pris, voilà. J'ai été pris et j'ai été pris et donc je suis resté 6 ans donc dans cette école-là et en étant vraiment l'élève aussi. C'est pourquoi je dis la notion de la transmission est quelque chose de très important pour moi. L'élève et le maître, c'est très important pour moi. Et je sais que c'est pas un concept fort en Occident ou en France. L'élève est trop... on le fragilise, on le... comment dire
enfin, je critique plus la Fémis que ici, mais on en parlait un peu. Souvent, on pense que dès qu'on a réussi un concours, qu'il n'y a plus aucun problème, je serai un bon cinéaste à la fin. Et c'est ça le vrai problème à la Fémis. C'est des gens à qui on ne peut plus parler après, d'ailleurs. Mais on voit par le résultat, et je pense que le cinéma en France, le rapport avec l'école du cinéma a besoin d'être complètement changé, d'être complètement transformé. Il faut délocaliser la Fémis, il faut le mettre au Burkina, une faculté au Burkina, une autre à Casa ou des choses comme ça, pour que l'élève voyage, aille à la rencontre de l'autre. Le cinéma, l'art, c'est tout simplement avoir la capacité de se remettre en question, avoir la capacité de voir le monde autrement, de voir la vie autrement. Et souvent, il n'est pas facile de voir la vie autrement dans un monde où il y a pratiquement tout, même si les gens ont des difficultés financières. Et donc, je pense que l'école, la formation, c'est véritablement une chance, non pas pour forcément devenir un bon cinéaste ou pas, mais une chance de se remettre en question, d'apprendre énormément pour, au final, pas forcément faire des films. C'était en 81. 82, je suis rentré à l'école en 82. Brejnev mourait un peu. Donc, après, il y a eu tout le monde. Moi, j'ai quitté 11 ans après la Russie. Bien, je vois que Daniel Tartakovsky est arrivé. Si tu veux, donc on va arrêter la discussion là. On pourra éventuellement la reprendre un petit peu après si on veut. Je ne sais pas ce que Abderrahmane doit faire. En tout cas, ce soir, il y aura la présentation de Bamako par Abderrahmane au Luxor. Et peut-être on aura l'occasion de reparler encore. Cher Abderrahmane Sissako, chers collègues, chers étudiants, chers amis, cela aurait dû se passer en d'autres temps, si proches. Une figure aurait été parmi nous qui avait souhaité, plus que d'autres, plus que tout autre, que nous vous rendions cet hommage. À vous, Abderrahmane Sissako, qui symbolisait mieux que quiconque l'esprit de cette université, monde, dont nous avons la fierté de nous réclamer. Une figure qui tenait à vous rendre personnellement cet hommage, qui n'est plus parmi nous, notre collègue et ami Jean-Henri Roger, auquel je souhaite que cette cérémonie qu'il avait voulu, qu'il avait conçue, soit l'occasion d'une pensée, mais je sais que vous l'avez depuis ce matin. Je voudrais ouvrir cette cérémonie, enfin ouvrir le moment qui m'est imparti dans cette cérémonie, en souhaitant à tous la bienvenue dans cette université, la nôtre, la vôtre, à l'occasion d'un événement qui pour nous est fort autant qu'émouvant. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque le point d'orgue d'une année du cinéma dont Jean-Henri Roger avait été l'âme, le concepteur majeur, un ardent maître d'œuvre. Une année qui nous aura permis de recevoir en ses murs et de rendre hommage à des créateurs du monde entier dont les œuvres d'horizons divers sont une source d'inspiration forte pour la communauté universitaire. Vous pouvez peut-être nous rappeler l'importance de ce détour nécessaire. Une année qui s'est prolongée un peu plus que de coutume pour se clore aujourd'hui. Notre université est cette fois encore extrêmement honorée de recevoir cet après-midi et d'accueillir en son sein, en votre personne, l'une des figures majeures du cinéma africain. Et je tiens, au nom de toute la communauté universitaire, à vous remercier d'avoir accepté cette invitation, malgré des péripéties qui firent que le chemin qui vous a conduit jusqu'à nous fut semé de plus d'embûches qu'il n'était prévu. Mais en dépit des événements douloureux qui font que Jean-Henri Roger n'est plus parmi nous, en dépit des difficultés qui vous ont empêché de nous rejoindre plus tôt,
il me plaît que ce soit vous qui marquiez avec nous le terme de cette année du cinéma. Je le dirai tout à l'heure le pourquoi. Lors d'une cérémonie de remise du titre de docteur honoris causa, il est d'usage que le président, la présidente en l'occurrence, présente au public l'œuvre et la biographie de la personnalité qu'il distingue. J'arrive après la bataille et ce que j'ai entendu m'amène à penser que je vais redire sans doute moins bien que vous ce que vous venez de formuler. Je me permettrai néanmoins de le faire à partir de ce qui, me semble-t-il, nous unit, de ce qui nous rassemble, de ce qui nous ressemble et de ce qui donne son plein sens à cette rencontre. Je voudrais reprendre à mon compte la définition que vous donniez du cinéaste africain dans un portrait que Le Monde vous consacrait en 2006. Vous y disiez, je cite, « Un cinéaste africain, c'est un artiste venu d'un territoire presque désertique du point de vue de son art, et vous venez de nous le rappeler. Quand il arrive à faire son film, il est envahi par le sujet qui devient plus politique. C'est comme s'il devenait porte-parole. » Vous évoquiez par là la responsabilité de celui qui consacre son talent, son énergie, sa vie sans doute, au cinéma africain, avec une humanité qui est construite par là même, le discours de l'universel, à partir d'un regard inédit, trop rarement sollicité, trop rarement doté des moyens de transmettre. Transmettre, c'est un mot que vous avez employé il y a un instant, c'est un mot dont j'avais bien compris qu'il était pour vous un mot et une pratique, plus qu'un mot qui vous est cher. Vous qui avez connu des pays et des temps où l'on fermait des écoles, vous qui avez vu disparaître des salles de cinéma, vous qui avez œuvré pour en ouvrir de nouvelles, qu'il me soit permis d'évoquer, c'était peut-être une dernière séance, c'était un soir dans un cinéma au Mali, pas très loin de la frontière du Sénégal, au milieu de ce qui pour nous, les étrangers que nous étions, apparaissait un petit peu le milieu de nulle part. Et c'était une séance de cinéma. C'était un cinéma en plein air, bien sûr, et puis il y avait un tout petit espace à la fin qui était couvert, et donc les quelques étrangers que nous étions avions acheté les plages un tout petit peu plus chères, un tout petit peu à couvert. Et le public se pressait dans les places qui étaient les moins chères, qui étaient peu chères. Alors j'avais écrit pour voir des images qui n'étaient sans doute pas celles que vous avez produites, ni celles que ceux qui œuvrent avec vous pour que ce cinéma africain puisse exister ont produit. Et peut-être s'agissait-il de Trinidad, je ne m'en souviens plus, mais en vous écoutant, il est clair qu'il s'agissait d'un film de cette sorte. Il n'en demeure pas moins que la pluie s'est mise à tomber, une grosse pluie d'été, une pluie violente, et les quelques étrangers que nous étions sous le toit pourtant à couvert, nous sommes demandés si nous restions ou si nous partions, parce que malgré tout, ça avait beau être couvert, il pleuvait tout de même. Et tous ces hommes qui étaient là, c'était des hommes plus que des femmes, se sont rapprochés de l'espace couvert, mais ils sont néanmoins restés sous la pluie pour la plupart, et ils sont restés. Et le film a continué. Il a continué dès lors qu'il s'agissait derrière ce fragile, enfin sous ce fragile abri, de poursuivre le voyage que les images autorisent, que les images, ces trop rares images, vous nous avez parlé de 3 films, autorisent cette ouverture sur un ailleurs, sur un autrui, même si sans doute, je le répète, il s'agissait sans doute de Trinidad ou assimilés, plus que des images qui nous rassemblent, qui vous rassemblent aujourd'hui et qui sont au cœur de vos pratiques. C'est à ces hommes, c'est pour ces hommes que vous avez créé, que vous continuez à créer, que vous avez réalisé Bamako, avec la volonté, écriviez-vous dans cet entretien du Monde, de faire un film pour les Africains, de transmettre donc la transmission au cœur de votre démarche, au cœur d'un combat dont nous comprenons tous combien il est difficile. Vous qui avez l'ambition de rendre sa singularité au cinéma africain, tout en vous confrontant à ces difficultés, à cette difficulté majeure qui est pour un cinéma de vivre sans public ou d'avoir à inventer son public, de constituer par là même et de rendre un public à ce qui devrait être son cinéma, de reconstruire en quelque sorte ou de créer une adhésion populaire au cinéma africain quand certains pays n'ont plus de ce continent n'ont plus une seule salle, mais nous savons que c'est progressivement en train de guetter certaines de nos villes. Et
peut-être certains pays. Votre parcours, qui a débuté en Mauritanie, s'est poursuivi au Mali, puis en Europe. Après, vous venez de nous le rappeler en répondant à une question, un passage dans ce qui était encore l'URSS, encore capable d'avoir une politique en faveur de la création cinématographique, et nous l'entendons au travers de votre témoignage en faveur de ceux qui, sans cette école, n'auraient sans doute pas pu accéder à la réalisation cinématographique. C'était en d'autres temps. Ce parcours vous a permis de porter un regard sur le monde depuis l'Afrique, sur l'Afrique depuis le reste du monde. Pour vous, regard croisé en quelque sorte, ces approches qui se confrontent dans votre film Bamako, cette œuvre d'une très grande originalité, cette œuvre presque étrange qui autorise une démultiplication des regards qui vous est propre et dont vous vous réclamez. Dans ce film, sorti en 2006, vous avez su concilier la petite histoire, celle des anonymes, qui retrouvent la fierté de la considération en découvrant leur histoire sur un grand écran. Cette chose trop importante pour être vue la nuit. J'ai beaucoup aimé votre récit. Mêlée à la grande histoire, celle qui traite des rapports nord-sud et notamment de la doxa occidentale, qui alimente la vision, notamment économique, de l'aide au développement. Par ce film, dont vous écriviez vouloir être dépossédé, j'aime beaucoup cette formule, vous avez souhaité ne plus porter la parole du continent africain seul, mais bien donner naissance à une nouvelle génération de porte-parole. Depuis, vous avez continué dans cette tâche, vous avez été membre du Festival de Cannes en 2007, vous avez œuvré à la promotion d'une altérité culturelle, cette altérité culturelle que vous incarnez. J'avais prévu de dire pourquoi je me félicitais de ce que votre présence sur nos murs constitue le point d'orgue de cette année qui s'est prolongée au-delà des 12 mois convenus pour une année. Cher Abderrahmane Sissako, oserais-je le dire, vous êtes ce que nous sommes, ou peut-être plus modestement ce que nous voulons être ou ce que nous voudrions être. Vous êtes le regard du Sud qui oblige le Nord à se remettre en cause et en contribuant à redéfinir des regards qui ne nous seraient plus... excusez-moi. En contraignant, je reprends. Vous êtes le regard du Sud qui oblige le Nord à se remettre en cause et le contraint à redéfinir des rapports qui ne sauraient nous convenir plus longtemps. Vous êtes une expression de l'altérité bien comprise. Vous êtes un passeur par quoi ce titre de docteur honoris causa vous revient tout naturellement, le passeur que chacun d'entre nous se doit être au travers de nos pratiques. Vous êtes enfin un militant de l'Afrique, un militant du cinéma, un militant d'une humanité qui pourrait enfin se regarder en face. À tous ces titres, notre université est fière et heureuse de vous accueillir en son sein et par mon entremise, elle vous dit merci. Je rencontrais très souvent Jean-Henri sur son vélo. J'avais un vélo aussi quand j'étais à Paris. Et dans mon quartier du 11e, où c'était aussi un peu son quartier. Et on se donnait rendez-vous souvent au village, le restaurant Le Village, avenue Parmentier. Et Jean-Henri aimait l'idée beaucoup que ce restaurant s'appelait Le Village. Je crois que ça faisait partie des raisons pour qu'il y allait, moi aussi. Il aimait beaucoup ce restaurant parce que ça fait partie des restaurants où, quand on rentre pour dîner, on peut saluer le voisin en lui demandant s'il va bien, alors que vous n'avez pas rendez-vous. Voilà.
il y avait quelque chose de très unique, de très fort, et que Paris permet. Je pense que et c'est ce Paris aussi qui m'a permis de rester plus longtemps dans cette ville. Le Paris de la diversité, le Paris des rencontres. Et quoi qu'on dise, la France en ce sens est vraiment un beau pays, un pays important, un pays fort. Et c'est ce sentiment que je veux très sincèrement dire et partager, même si je peux être critique par rapport à beaucoup de choses. Et le cinéma m'a permis de rencontrer quelqu'un comme Jean-Henri, que j'aimais profondément parce que pour l'aimer, il ne faut pas s'occuper de ses défauts. Voilà, c'est ça. Il avait cette particularité, et moi j'avais compris ça, et donc on ne pouvait pas s'engueuler en fait, on ne pouvait que s'entendre. Il avait cette capacité de crier entre deux phrases sans rien dire. C'était ça. Donc il y avait une urgence, il y avait quelque chose de très très fort. Et donc en disant tout ça, vous pouvez imaginer aussi mon émotion qui n'est pas là. Donc, mais c'était pas quelqu'un de compliqué aussi, donc il peut comprendre aussi que ça n'a pas pu se faire en sa présence. Mais Jean-Henri a beaucoup d'amis, et beaucoup de gens, ceux qui l'aiment véritablement, et je pense que c'est ça aussi qui permet, qui moi m'a amené à être aussi présent et pour accepter ce qui est pour moi un honneur, je dirais vraiment démesuré, parce que c'est difficile pour un cinéaste d'accepter d'être médaillé ou couronné, parce que ce n'est pas juste, tout simplement. C'est ça aussi. Parce que d'autres font des choses beaucoup plus importantes que nous, aussi bien dans le métier, et ce n'est pas eux qui l'ont. D'autres font des choses encore beaucoup plus risquées, beaucoup plus fortes dans d'autres choses, ce n'est pas eux qui l'ont. Et donc, c'est pour moi difficile d'être heureux dans une situation pareille. Mais je pense que les choses sont plutôt dans le symbole. Et c'est le symbole qui est probablement à l'honneur. Et parce que ça nous permet de croire que dans ce monde pas évident, si difficile, il n'y a pas que les chiffres. Voilà. Il y a l'art, il y a le cinéma, et il a sa place, et voilà. Donc je suis vraiment honoré. Et j'ai évité de former parce que c'est souvent difficile d'expliquer les choses, même à ma famille. Donc je ne l'ai pas dit exactement. Mais j'aurais mieux parlé de Jean-Henri s'il avait connu tout ça. Donc c'est pourquoi je suis là un peu. Voilà. Mais vraiment, vraiment honoré, parce que moi je ne pense pas qu'un film soit vraiment important. Voilà. Mais il peut amener
il peut amener une personne vers une compréhension de quelque chose. Et d'où le sens et l'importance pour moi de Bamako. Et interpeller une personne un moment pour qu'elle fasse de cette chose-là qui l'a convaincu, qui l'a ému, quelque chose, même en faisant un thé à la maison, en le partageant, je pense que le cinéma a joué son rôle en ce moment-là. Et donc il ne s'agit pas de faire un cinéma populaire ou pour que beaucoup de gens aillent le voir, je ne pense vraiment pas ça. Mais il faut se battre pour que certaines choses ont leur place. Et cette bataille, ce combat, je ne pense pas que ce soit le combat de l'Afrique face à un Nord parfois arrogant, parfois indifférent, ou une Afrique parfois trop exigeante. Mais je pense que les choses sont possibles parce que des hommes et des femmes croient en certaines choses de la vie et de l'humanité. Donc tout ce que moi j'ai pu faire, aussi bien dans mes études que dans le cinéma, je les ai faites parce que des gens m'ont fait confiance. Et la plupart de ces personnes-là sont en Europe, sont en France. Et c'est parce qu'il y a un cinéma, il y a une défense d'un certain cinéma, une certaine culture, que des gens comme moi arrivent à nous exprimer. Et sans pouvoir trouver cet argent chez nous. C'est ça la réalité. Et que dans cette forme d'indifférence localement, qu'on n'a pas les moyens de nous exprimer, parce que le politique ne nous considère pas et ne met pas les choses. Et qu'il y a des gens qui vous écoutent, il y a des gens qui croient en vous, qui arrivent à vous permettre de faire des films. Et je pense qu'on peut être optimiste quand même pour l'avenir des choses. Voilà. Et merci encore pour cette distinction. Et merci beaucoup à Jean-Henri. Et parce que Jean-Henri avait cette une forme de générosité vraiment puissante pour moi et qui fait que je ne pouvais pas ne pas être ici aujourd'hui. Donc merci.